Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2024. C'est une vidéo qui traite d'une disparition extrêmement mystérieuse. Je pense d'ailleurs que pour la plupart, vous connaissez déjà cette disparition, la disparition de Tiffaine Véron, jeune française disparue pendant l'été 2018 au Japon. Elle s'est évaporée sans laisser de traces alors qu'elle était en voyage dans le pays du soleil levant et c'était il y a maintenant plus de 5 ans. Si vous en avez tant entendu parler, c'est grâce à la famille et à son travail acharné qu'elle a réalisé depuis toutes ces années pour obtenir des réponses et pouvoir peut-être enfin retrouver Tiffaine. Cette vidéo est extrêmement importante à regarder jusqu'au bout, à partager pour justement continuer ce travail de médiatisation. En effet, c'est cette médiatisation aujourd'hui qui a permis une forte mobilisation autour de la famille de Tiffaine, que ce soit du côté civil, japonais et français, et du côté judiciaire, surtout français. On se retrouve juste après ça. Avant de commencer, il faut savoir que Damien et Sybille Véron, donc les frères et sœurs de Tiffaine, ont publié un livre l'année dernière, en 2022. Donc ce livre, il est très important. Il s'appelle Tiffaine, où es-tu? À la recherche de notre sœur. Je vous le présente ici. Je pense que si vous les suivez sur les réseaux sociaux, vous devez déjà bien connaître ce livre. Ce livre reprend toute l'enquête depuis le début et le combat mené chaque jour. La presque entièreté des informations que j'expose dans ma vidéo concernant la disparition de Tiffaine vient de ce livre et il est tellement complet et important qu'il fait partie intégrante du dossier d'instruction français. Donc vous imaginez bien que je ne vais pas rentrer dans l'entièreté des détails que contient ce livre. Donc je vous conseille, si vous voulez avoir plus d'informations, mais cette vidéo va déjà être longue, mais je vous le conseille, donc si vous voulez avoir plus d'informations et le ressenti des personnes qui ont enquêté sur cette disparition et qui enquêtent encore toujours aujourd'hui, c'est-à-dire les proches de Tiffaine, d'acheter ce livre. Alors je vous mets le lien pour l'acheter dans la barre de description. Ça va permettre de soutenir également la famille parce qu'en effet tous les bénéfices de la vente de ce livre vont être injectés dans les recherches consacrées à Tiffaine. Si vous voulez acheter le livre que je vous ai présenté, écrit par Damien et Sybille Véron, vous pouvez retrouver les références de ce livre sur le site internet de la famille qui est unipourtiffaine.org et il est également possible de faire un don ou d'adhérer à leur association par ce site. D'ailleurs, ils viennent de lancer leur campagne d'adhésion 2024. De mon côté, je suis allée à la rencontre de Damien pour l'interviewer, lui poser quelques questions qui vont être donc intégrées à ma vidéo. Je le remercie énormément de sa confiance. Également, j'ai interviewé en même temps Sonia Liu, que vous devez connaître également, qui est youtubeuse. Vous allez comprendre pourquoi elle est interviewée dans le cadre de cette vidéo au cours de mon récit. À nouveau, je les remercie tous les deux et on va enfin pouvoir commencer l'exposé du contexte de la disparition. Et c'est plutôt déjà le contexte de vie. Alors Tiffaine, c'est Tiffaine Marie-Alix Véron précisément. Elle est née en juillet 1982 à Rennes. Donc au moment des faits, elle a 36 ans. Elle est la deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Le plus grand frère étant Damien, suivi après de Tiffaine, de Sybille et de Stanislas. Les 4 frères et sœurs sont très proches en âge et donc très proches dans la vie également. La fratrie est issue d'un même mariage et ils ont été élevés par leur mère Anne. Les parents sont aujourd'hui divorcés. Tous habitent depuis leur plus tendre enfance à Poitiers. Alors Poitiers, c'est une ville moyenne de l'ouest de la France en région Nouvelle-Aquitaine.
Tiffen, elle, est une jeune femme qui est décrite par ses proches comme étant sensible, très gentille et très respectueuse. Bien qu'elle soit de nature réservée, elle n'hésite pas à aller à la rencontre des gens pour discuter et elle adore s'intéresser aux différentes personnes qu'elle rencontre. Elle est parfois têtue et elle peut être susceptible. Elle est également déterminée et quand elle est passionnée par un sujet, elle veut en connaître les moindres détails. C'est également une personne très prudente et très organisée. Ajoutée à cela, elle est cultivée, elle est instruite, elle est d'ailleurs diplômée d'histoire de l'art et elle dessine, peint et joue du piano. Tiffen, c'est donc la deuxième, je suis l'aîné. Donc Tiffen est la deuxième de la famille, on est 4 enfants. Donc moi, Tiffen, ensuite Sibyl et Stanislas. Tiffen, c'est vraiment une jeune fille sensible, réservée, introvertie, mais extrêmement généreuse, qui a toujours beaucoup d'enthousiasme, toujours de bonne humeur. Donc c'est vraiment le rayon de soleil de la famille. Au début de sa vie professionnelle, donc à sa vingtaine environ, elle est diagnostiquée comme étant épileptique. C'est une maladie qui a pu l'handicaper pendant plusieurs années dans plusieurs tâches du quotidien parce qu'elle a longtemps été réfractaire à plusieurs traitements qui lui étaient proposé jusqu'à ce qu'elle en trouve un qui lui convienne complètement environ 2 ans avant sa disparition. C'est un traitement qui s'est avéré très efficace et donc elle pouvait vivre totalement normalement. À côté de ça, elle était suivie très fréquemment par son neurologue. Elle a un mode de vie très sain et elle respecte la prise de son traitement. En 2018, donc l'année de sa disparition, elle travaille dans 2 écoles de Poitiers comme assistante de vie scolaire pour des élèves en difficulté. C'est également une passionnée de langue et de nouvelles cultures. C'est vrai qu'elle parle plusieurs langues en plus de sa langue maternelle, l'espagnol, l'italien, le russe, l'anglais et le japonais. D'ailleurs, elle s'intéresse énormément au Japon. Elle affectionne particulièrement ce pays, que ce soit au niveau des paysages, des traditions, de la culture, de la nourriture. Elle est fascinée par le Japon, tellement qu'elle y voyage d'ailleurs une première fois en 2013 et elle a tellement aimé ce voyage qu'elle se fait une promesse de retourner au Japon un jour. Tiffen est heureuse, elle a enfin prévu de retourner au Japon, elle a même une date et elle est en train d'organiser son voyage. Elle va partir en solo et sa date de départ est prévue le vendredi 28 juillet 2018. Et c'est un voyage qui durera 3 semaines au total. Alors elle avait déjà voyagé à Tokyo en 2013, où elle était restée 2 semaines à Tokyo. Donc on peut pas dire que c'était une grande voyageuse. Mais le Japon, elle connaissait, elle avait déjà été à Tokyo. Donc elle avait déjà fait un grand voyage, donc c'était celui-ci. Elle n'en avait pas fait d'autres. Elle a dit maintenant que je connais bien Tokyo, j'aimerais visiter le Japon de manière globale, donc faire le tour du Japon. Donc c'était son objectif lors de son voyage en 2018, c'est de rester 15 jours au Japon, mais pour faire cette fois-ci le tour du Japon. Son voyage, elle l'a préparé aux petits oignons. Elle parle d'ailleurs très souvent à sa famille les week-ends lorsqu'elle a l'occasion de les voir sur Poitiers, de tout ce qu'elle va faire. Elle en est vraiment très heureuse et ses proches ressentent son enthousiasme. Elle réalise même à la main une carte du Japon où elle dessine son trajet. Elle a prévu un tour complet de l'île principale du Japon qui s'appelle Honshu avec un code couleur en bleu pour son trajet vers le nord en partance de Tokyo, puis en rouge pour son trajet vers le sud de l'île. Elle avait d'ailleurs prévu de passer par Akita ou encore Kyoto. Elle a également noté par jour les visites des points d'intérêt qu'elle voudrait effectuer par ville. D'ailleurs, elle est très organisée, elle va opter pour le Japan Rail Pass. C'est un titre de transport permettant de circuler en train, en bus ou en bateau à travers le Japon. C'est vraiment assez onéreux, mais c'est indispensable pour le voyage que s'est prévu Tiffen. Elle avait d'ailleurs pris la formule 14 jours. Elle ne va pas l'activer tout de suite, elle avait prévu de l'activer à partir de sa seconde étape de voyage pour se rendre au nord de l'île. À côté de ça, elle réserve quelques hôtels en avance, mais elle se garde aussi quelques libertés et elle réservera des hôtels pour certaines étapes directement sur place. Elle est prévenante, elle prévoit même dans sa valise des petits cadeaux avec des produits de sa région à offrir à ses futures rencontres lors de son périple. Elle s'est bien renseignée évidemment et elle veut respecter les traditions le plus possible. On arrive le jour du départ, donc le vendredi 27 juillet 2018. Elle arrive à Tokyo et plus précisément à Narita où elle passera sa première nuit.
D'ailleurs, elle ne manque pas d'informer sa famille sur WhatsApp à base de petites anecdotes de voyage. Le lendemain, donc on est le samedi 28 juillet 2018, elle prend le train pour sa première étape, la très réputée et touristique ville de Nikko. C'est une ville qui est située à environ 3 heures de trajet. Il faut savoir que le Japon est divisé en préfectures. Nikko se situe dans la préfecture de Tochigi. C'est une ville qui est nichée au sein des montagnes du nord de Tokyo. Elle est connue pour ses magnifiques paysages, ses montagnes, ses cascades. Et en plus de ça, Tiffen s'était noté plusieurs sites à visiter et les sanctuaires sont sa priorité. Mais elle note également plusieurs musées. Elle prévoit de rester sur Nikko 3 jours au total. Donc elle arrive le samedi 28 juillet et elle a prévu de repartir le lundi 30 juillet. Donc ça fait 2 nuits sur place et elle s'était réservé un hôtel, donc l'hôtel Turtle Inn. On va beaucoup en parler de cet hôtel pendant cette vidéo. C'est un hôtel qui est un peu excentré du centre-ville. C'est un quartier beaucoup moins touristique avec beaucoup moins de restaurants aux alentours ou de quoi faire un peu de shopping. Après une correspondance à Utsunomiya, elle arrive donc avec sa valise à la gare de Nikko. Il est environ 15h15. Elle marche jusqu'à l'hôtel qui est situé à 40 minutes environ à pied. Puis elle réalise son check-in à son arrivée. Sur le trajet avant d'arriver à l'hôtel, elle prend des photos et des vidéos qu'elle envoie à sa famille. Et notamment, elle prend en photo le fameux pont rouge, c'est le Shinkyo. C'est une des attractions touristiques de la ville. Quand elle arrive à l'hôtel, elle est reçue par la femme du patron qui, elle, est fan de tortues. Et donc, vous connaissez maintenant un petit peu Tiffen, elle va lui offrir un petit cadeau, c'est une petite peluche en forme de tortue. Évidemment, la tenancière a extrêmement apprécié, c'est vraiment un geste très gentil de la part de Tiffen. En parlant de cette dame, elle tient avec son mari le Turtle Inn dans lequel va dormir Tiffen, mais également l'annexe Turtle. Donc l'annexe Turtle qui est située à 400 mètres de l'autre côté du pont qui relie les 2 berges de la rivière Daya, donc la rivière qui longe la ville de Nikko. Les 2 établissements sont situés à 6 minutes à pied. Et c'est d'ailleurs là que les propriétaires vivent. La fille du couple travaille avec ses parents. Elle va notamment s'occuper du ménage. Dans l'hôtel où séjourne Tiffen, il y a 10 chambres. Toutes sont au nom des mois de l'année, mais en anglais. Et donc Tiffen va, elle, dormir dans la chambre March, comme pour Mars. C'est une chambre qui se situe au rez-de-chaussée, au bout d'un couloir qui est proche d'une sortie de secours. C'est une chambre avec ses propres sanitaires. Elle est assez simple, mais elle convient parfaitement à Tiffen. Donc Tiffen arrive, elle dépose toutes ses affaires, elle commence à s'installer. Bon, elle remarque que le timing est assez serré, parce qu'au moment du check-in, il est environ 16h. Elle a noté plein de choses à faire sur Nikko, il est déjà 16h. Et c'est aussi un point stratégique cet hôtel parce qu'il est proche de plusieurs points d'intérêt qu'a noté Tiffen. Et d'ailleurs, elle s'est noté tous les temps de trajet sur sa liste des choses à faire entre chaque point d'intérêt. Je vous le disais, Tiffen est censée repartir de Nikko le lundi 30 juillet 2018. Normalement, le check-out se fait à 10h du matin. Le problème, c'est qu'elle ne va pas réaliser son check-out. Elle est censée faire le trajet Nikko-Hirosaki dans la préfecture d'Aomori, tout au nord de l'île de Honshu. Elle allait sûrement d'ailleurs à ce moment-là activer son fameux Japan Rail Pass, mais malheureusement, ce pass ne sera jamais activé parce que Tiffen ne va jamais quitter, de ce qu'on sait, Nikko. Elle disparaîtra alors qu'elle entamera seulement son 3e jour au Japon. En effet, c'est le propriétaire du Turtle Inn qui va donner l'alerte au tout départ parce qu'effectivement, elle était censée faire son check-out à 10h comme c'était prévu le lundi matin, mais elle ne s'est pas présentée et donc lui, il a un hôtel à faire tourner, donc selon ses dires, il est allé taper plusieurs fois à sa porte et vu qu'il n'y avait pas de réponse, il est entré. C'est là qu'il a vu dans cette chambre, la chambre March, les affaires de la jeune Française, comme si elle n'y avait pas touché. Il y avait des affaires sur le lit, sa valise ouverte avec ses vêtements, donc du maquillage, mais également son passeport. Par contre, elle, Tiffen, n'y était pas et son portable non plus. En présence des policiers, il va essayer d'appeler plusieurs fois Tiffen sur son téléphone
téléphone portable, elle ne va pas répondre. Il va laisser plusieurs messages vocaux qui ne seront jamais réceptionnés ni écoutés. Dans la foulée, l'ambassade de France au Japon va être prévenue et c'est l'ambassade qui va être chargée de prévenir la famille de Tiphaine. Et en parallèle de ça, la famille, elle commençait modérément à s'inquiéter parce qu'effectivement, elle n'avait pas reçu de nouvelles sur le groupe WhatsApp depuis un petit moment de Tiphaine. Et elle s'inquiétait à raison. Ce jour-là, leur vie va basculer. C'est quelques jours après seulement l'annonce de la disparition de Tiphaine que les 3 frères et sœurs vont arriver au Japon à Nikko pour commencer à rechercher leur sœur. Il a fallu tout mettre en œuvre pour retrouver Tiphaine, donc ça veut dire beaucoup de temps, beaucoup d'actions. Le Japon c'est loin, donc il a fallu qu'on puisse aller sur place pour la chercher. Donc notre quotidien à tous a été complètement bouleversé, oui. C'est-à-dire que nos vies professionnelles, nos vies personnelles ont été complètement bousculées et on consacre beaucoup de temps aux investigations pour retrouver Tiphaine. Et le combat de la famille commence en même temps que les investigations de la police de la préfecture de Tochigi. Alors investigation, le mot est fort, hein, il faut vraiment le prendre avec des pincettes parce qu'en effet les recherches vont vraiment être superficielles et il y aura beaucoup de manquements dans les recherches de la police nippone. En effet, Tiphaine a 36 ans. À 36 ans, c'est une adulte, elle a le droit de disparaître ou non. D'ailleurs, beaucoup d'adultes disparaissent volontairement, donc organisent leur propre disparition au Japon. Ils sont environ 100 000 à réaliser des disparitions volontaires préparées et ils laissent toute leur vie derrière eux. C'est un phénomène que la crise économique a amplifié, donc par exemple avec la honte d'une faillite ou d'une maladie ou d'affronter un différend familial. Là-bas, ils ont un nom spécifique, on les appelle les joatsu, qu'on pourrait traduire en français comme évaporés. Ça peut être par exemple une alternative au suicide. Le problème, c'est que ces personnes ne sont pas recherchées par la police au Japon en général. Alors comment être sûr qu'un évaporé est vraiment disparu volontairement et qu'il n'a pas été victime d'un enlèvement, d'un crime, d'une séquestration? C'est vraiment ça qu'on a peur pour le dossier de la disparition de Tiphaine au départ, que ce soit une disparition qui ne soit pas pris au sérieux et qu'il n'y ait pas vraiment d'investigation. C'est pour ça qu'il faut beaucoup être sur place et échanger avec la police nippone pour être sûr que des choses soient faites et que des investigations sont réalisées pour retrouver ou essayer de retrouver Tiphaine. Mais vous l'avez bien compris, il y a un fossé entre les cultures françaises et japonaises. Un fossé aussi bien humainement que judiciairement parlant. En effet, au Japon, il est très mal vu de remettre en cause l'autorité. Il faut vraiment apprendre à communiquer, à faire passer des messages sans froisser la personne en face. Le système judiciaire en général est également très différent au Japon. Par exemple, au Japon, il n'y a plus de juge d'instruction depuis les années 40. En fait, c'est chaque préfecture qui gère ses propres affaires. La police nationale ne va jamais être saisie et par contre, toutes les préfectures vont être soumises aux règles générales, donc aux règles nationales. Évidemment, pour comprendre ce qui est arrivé à Tiphaine, il faut absolument retracer son parcours avant la disparition et au moment de sa disparition. Au départ, on sait que Tiphaine a pris le petit déjeuner avec d'autres clients du Turtle Inn, donc vers 8h30 le matin de sa disparition, le dimanche matin, le dimanche 29 juillet 2018. En effet, un client va prendre en photo la salle de repas et sur cette photo, on aperçoit Tiphaine manger son petit déjeuner et on la voit avec un haut blanc et des cheveux attachés. C'est la toute dernière photo connue de Tiphaine. On sait aussi que certains autres clients qui étaient en train de prendre le petit déjeuner en même temps qu'elle ont même échangé avec elle. Donc ce sont des personnes qui ont pu parler avec elle pour la dernière fois et c'est très important de savoir ce qui a été dit. Vous allez voir, certains vont se manifester d'eux-mêmes auprès de la famille de Tiphaine et ils ne vont pas être entendus au départ par les policiers. Donc si on revient au déroulé de la journée de la disparition, donc du dimanche, il y a le propriétaire du Turtle Inn qui va expliquer qu'il a vu ensuite, après le petit déjeuner, Tiphaine qui part de son établissement. Alors il situe au tout début un horaire aux alentours de 10h30. Alors pourquoi cet horaire de 10h30? Parce que tous les jours il est au téléphone avec sa femme par rapport au travail, par rapport
aux clients qui arrivent et qui repartent, et il raccroche toujours au même moment. En fait, son emploi du temps est millimétré, et c'est à partir du moment où il a raccroché qu'il a vu Tiphaine partir de son établissement. Alors l'horaire de l'appel est vérifié et on remarque en fait que l'appel n'est pas passé aux alentours de 10h30 mais plutôt à 9h50. Et à partir de ce moment-là, le propriétaire va donc changer sa version et va dire que il a certainement vu Tiphaine partir vers 9h50, 9h55, donc peu avant 10h. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce qu'il s'est trompé au départ? Il a pensé qu'il avait raccroché à 10h30 alors qu'en fait il était moins de 10h et c'est pour ça qu'il a dit cette version, ou tout simplement c'est pour une autre raison. La famille de Tiphaine a mis en place une adresse mail pour les aider à récolter des témoignages. Donc cette adresse mail c'est missing.tiphaineveron@gmail.com. Elle est présente sur tous les avis de disparition français, anglophones, japonais qui sont diffusés, que ce soit dans la ville de Nikko ou bien même sur internet. Et c'est grâce à ce système que plusieurs témoignages vont leur parvenir, et notamment les témoignages des personnes, des clients qui étaient présents en même temps que Tiphaine le matin de sa disparition au petit déjeuner au Turtle Inn. La famille a réussi à prendre contact avec un couple d'Allemands, clients du Turtle Inn, qui n'avaient bizarrement pas été interrogés par les policiers alors qu'on était déjà 9 jours après la disparition. Donc c'est un témoignage intéressant, parce qu'on sait que c'est la femme plus qui a échangé avec Tiphaine. Elles ont échangé en anglais et Tiphaine aurait expliqué à cette femme qu'elle avait envie de visiter les temples, les Bouddhas alignés, mais qu'elle n'irait pas visiter le sanctuaire aujourd'hui, donc le jour de sa disparition, le dimanche 29 juillet. Un autre témoignage leur parvient, celui de Laurent. Il explique lui avoir parlé avec Tiphaine, donc le matin de sa disparition à 8h30, toujours pendant le petit déjeuner. Laurent voyage avec un ami à lui et réside aussi au Turtle Inn. Tiphaine leur a expliqué ce qu'elle avait prévu de faire. Elle leur a dit que comme elle ne supportait pas trop la chaleur, elle irait dans le nord du Japon après Nikko. Un détail glaçant sera également rapporté par Laurent, c'est le jour de la disparition de Tiphaine, toujours, alors qu'il se dirige vers les fameux Bouddhas alignés dont Tiphaine a parlé et qu'elle voulait aller visiter. Ils ont entendu dans cette direction une déflagration, comme un coup de feu dans les forêts environnantes. Et en fait, ils ont tellement eu peur qu'ils ont rebroussé chemin. Le bruit les a effrayés et ils ont rebroussé chemin et ils ont fini leur excursion ici. Eux non plus n'ont pas été contactés par la police. Un autre témoignage a été recueilli par la famille Véron. C'est le témoignage d'un couple de Français qui, eux, ont vu et parlé à Tiphaine la veille de sa disparition, donc le samedi soir. Tiphaine s'était rendue au Combini Lawson de son quartier vers 20h et il se situe à une dizaine de minutes à pied du Turtle Inn. Là-bas, elle aurait discuté 1 heure avec le couple alors qu'elle mangeait dans ce fameux Combini Lawson. Elle leur a dit qu'elle voulait visiter les temples, les Beijizo, donc c'est un nom qu'on donne aux Bouddhas alignés à nouveau, et un cimetière ancien situé à proximité des Bouddhas alignés, en surplomb et un peu moins connu. Donc retenez cette information, c'est important pour la suite, vous allez voir. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a pu vérifier grâce aux caméras de vidéosurveillance du Combini que Tiphaine était bien là ce soir-là. D'ailleurs, on la voit à l'entrée du Combini avec un poncho de pluie bleu. Et on sait donc qu'elle repart à pied vers le Turtle Inn à 21h30. Finalement, grâce aux différents témoignages recueillis par la famille, on commence un peu à avoir une idée de comment elle était habillée le jour de sa disparition. On sait qu'elle était vêtue d'un short, de baskets et d'un t-shirt blanc à manches courtes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lors de ces 3 témoignages est évoqué toujours le même lieu, donc le lieu avec les Bouddhas alignés. Alors plus précisément, je vous l'ai dit, on les appelle les Beijizo. C'est un des lieux qu'avait ciblé Tiphaine pour visiter le samedi ou le dimanche, comme elle l'a écrit sur ses notes. Et c'est seulement à 11 minutes à pied du Turtle Inn. Plus précisément, les Beijizo sont observables dans un lieu qui s'appelle l'abysse de Kanman-Gafuchi. C'est un lieu touristique incontournable du coin. C'est une gorge naturelle au bord de la rivière Daya. Cette gorge abrite donc le temple Junji, donc connu pour ses statues bouddhistes alignées.
et c'est un lieu avec une atmosphère assez mystique et avec beaucoup de verdure. C'est vraiment magnifique. Et il est déconseillé de s'approcher trop près du lit de la rivière car ces rives formées de rochers sont très glissantes, très dangereuses, surtout en temps de pluie. Donc les policiers vont aller sur place assez rapidement et là-bas ils vont trouver donc sur les berges assez proches de la rivière une sorte de foulard bleu et blanc et ils vont dire que c'est un foulard qui appartenait à Tiphaine, donc sans aucune preuve, et ils vont dire qu'elle est très certainement tombée dans l'eau, et comme il y a un fort courant et flux à ce niveau-là, elle a très certainement dû se noyer, et son corps va réapparaître d'ici 2-3 semaines, comme habituellement quand ça arrive. Le problème, c'est qu'on ne fait aucun lien entre ce foulard, qu'on ne voit d'ailleurs pas sur la dernière photo de Tiphaine, et Tiphaine. Donc en fait, on ne sait pas du tout si ça lui a appartenu, et d'ailleurs on ne pense pas, parce qu'on ne lui connaît pas ce foulard, même si c'est vrai qu'elle aurait pu l'acheter, mais grâce aux recherches de la famille, il s'avère que au niveau des dates de fabrication, de vente, ça ne matche pas, ça ne colle pas. Mais pourtant, les policiers sont vraiment partis sur cet indice, qui n'en est pas vraiment un finalement, et sur ce lieu, qui est quand même dangereux si on s'approche vraiment proche des berges, pour rester sur cette hypothèse, sur cette piste de la noyade, de l'accident dans la rivière. Pourtant, plus de 5 ans après sa disparition, le corps de Tiphaine n'est jamais remonté. Mais la police nippone n'en démord pas, Tiphaine a eu un accident. Et malheureusement, dans leurs recherches, ils vont exclure toute autre possibilité, toute autre piste, qui sont pourtant tout autant probables, voire plus, que la piste accidentelle. En parallèle de l'enquête du Japon, il va y avoir une enquête ouverte en France en septembre 2018. Enquête ouverte par le parquet de Poitiers pour enlèvement et séquestration. Le 5 octobre 2018, la juge d'instruction adresse une demande d'entraide pénale internationale à destination des autorités japonaises. Normalement, ça aide à une collaboration entre les deux pays sur un dossier. Au départ, l'enquête française va vraiment réaliser le maximum qu'elle peut faire, c'est-à-dire enquêter à distance, interroger les proches de Tiphaine, interroger son neurologue, récupérer son ADN, se mettre en contact avec Interpol, mais ce ne sont pas eux qui sont sur place directement, donc il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire, et malheureusement, la communication avec les autorités nippones est très compliquée, voire inexistante. Côté japonais, des battues sont organisées tant bien que mal le long de la rivière. En effet, l'affaire commence à faire parler au Japon au niveau des médias. Et la police, qui n'était pas au départ déterminée à chercher plus que ça Tiphaine, va, avec la pression médiatique, réaliser des battues, organiser des recherches avec des chiens le long de la berge de la rivière ou même directement dans le lit de la rivière. C'est vrai que ces battues, elles semblent un peu désorganisées, on a l'impression que ça cherche mais pas vraiment. D'ailleurs, pendant ces battues, le propriétaire du Turtle Inn, qui est un pompier volontaire, va participer à ces recherches. Alors je dis des battues sont organisées, mais malheureusement une seule battue sera organisée le mercredi 8 août. L'interpellation d'Emmanuel Macron et de Shinzo Abe par Sybille donnera lieu à une seconde battue plus tard, le 26 octobre 2018, parce que oui, Sybille aura interpellé Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse. Alors très rapidement, lorsqu'on a appris la disparition de Tiphaine, tout de suite, alors après chacun réagit différemment, mais nous on s'est dit il faut vraiment aller sur place. Donc on est tout de suite parti au Japon, et en fait quand on est arrivé sur place, on a tout de suite été reçu par la police locale qui nous expliquait que c'était un accident, que Tiphaine était tombée dans la rivière et qu'il n'y aurait pas de recherche qui serait faite. Donc nous on s'est dit c'est quand même fou. On a aussi fait appel aux médias qui heureusement par leur présence ont obligé les Japonais à bouger. Mais là on était parti, on est arrivé au Japon, ils nous ont dit Tiphaine est tombée dans la rivière, voilà sa valise, rentrez chez vous, c'est terminé. On n'aurait rien fait, on repartait le lendemain et il n'y aurait eu aucune action menée. Devant les caméras, la police semble concernée, mais dès que les caméras s'éteignent et que les journalistes partent, les recherches s'arrêtent. En fait, on a l'impression qu'ils font vraiment ça pour le paraître, pour justifier qu'ils font quelque chose et pour ne pas perdre la face, mais malheureusement, c'est bien plus complexe que ça. Vous allez voir, et vous l'avez très certainement compris déjà, je pense, le principal de l'enquête, le gros de l'enquête, va être réalisé par les proches
de Tiphaine. Ils vont abattre un travail titanesque. Un moment très important dans l'enquête, et c'est un jour qui va marquer Damien, donc le frère de Tiphaine, c'est le 8 août 2018. En effet, la police scientifique a prévu de passer le luminol dans la chambre de Tiphaine. Donc vous connaissez le luminol, c'est un réactif qui, en présence de certaines substances, va être bioluminescent. Et donc en présence de sang, une couleur bleue va être révélée en présence de taches de sang. Et c'est ce qui va arriver ce jour-là. En effet, alors que Damien est présent lors de ces analyses, le luminol va révéler une grande éclaboussure sur le mur de droite quand on rentre dans la chambre de Tiphaine. Donc je vous mets ici la reconstitution de Damien qu'il a réalisée pour que vous visualisez bien ce que lui a vu. Et il va y avoir aussi quelques petites taches sur le couvre-lit. Alors au départ, tout le monde a les yeux écarquillés, ils sont tous un peu choqués. Il va y avoir une analyse assez rapide qui va être faite sur certaines taches retrouvées sur le couvre-lit seulement pour voir s'il s'agit bien de sang. Mais en fait, ces analyses, avec une sorte de réaction chimique, va révéler que sur le couvre-lit, ce ne sont pas des taches de sang. En fait, le liquide n'est pas devenu rose comme il devait l'être s'il est en présence de taches de sang. Et c'est à partir de ce simple résultat que les policiers ont décrété qu'en fait, il ne s'agissait pas de sang dans la chambre de Tiphaine. Et donc, ces traces n'ont pas été analysées plus que ça. Pourtant, on commence à se poser des questions autour de cette chambre d'hôtel et de l'hôtel en général. Est-ce que Tiphaine a réellement quitté cette chambre d'hôtel? Ce n'est finalement que 3 semaines après la disparition de Tiphaine que des investigations vont être réalisées dans le Turtle Inn, que ce soit au niveau du faux plafond de l'hôtel ou dans les sous-sols. Ces fouilles n'ont rien donné. Par contre, les espaces privés des propriétaires et leurs voitures n'ont pas du tout été analysés. Et puis d'ailleurs, depuis, le propriétaire a changé de voiture. Dans leur malheur, les proches ont eu un peu de chance. En effet, Tiphaine ne lâchait pas son portable. Elle était tout le temps connectée, tout simplement parce qu'en voyage, son portable, c'est son GPS en fait. Elle l'utilise pour tout, donc non seulement pour calculer ses itinéraires, mais également pour préparer ses trajets, pour calculer les distances à pied, pour rechercher ses hôtels, pour communiquer avec ses proches, pour prendre des photos ou même des enregistrements vidéo. Et c'est grâce à son compte Google qui regorge d'informations sur la localisation GPS de son portable que la famille va réussir à obtenir des informations précises sur son trajet en amont de sa disparition. En effet, là je vous présente moi mon compte personnel. Comme on peut le voir, par exemple, tous mes déplacements sont répertoriés sur une carte avec des horaires et des points rouges qui correspondent à l'emplacement de mon téléphone et donc de mon trajet. En prenant des déplacements récents, je me suis aperçue que les points étaient plutôt précis, sauf quelques points qui sont comme des sauts de GPS, en fait des bugs de coordonnées, mais qui sont assez facilement repérables et éliminables. Et donc c'est la même chose pour les données GPS du portable de Tiphaine. Il y a des fois des petits points qui sont un peu situés complètement à l'ouest, mais l'entièreté des points se retrouve finalement à l'endroit où Tiphaine est réellement. Donc ces données, vous allez voir qu'on va un peu plus détailler juste après, vont conforter la famille, les proches de Tiphaine dans ses doutes et soupçons. Pour ses proches, la piste criminelle, ou en tout cas de l'intervention d'un tiers, semble se confirmer. Ils arrivent à retracer tout son voyage et tout match en premier lieu avec ce que je vous ai énoncé, notamment sa première nuit au Japon à Narita, son arrivée le samedi 28 juillet en gare de Nikko, le fait qu'elle ait marché à pied jusqu'au Turtle Inn. Dans la soirée de sa première nuit à Nikko, on voit effectivement qu'elle part de l'hôtel, qu'elle va en direction du chemin pour aller au lieu avec les Bouddhas alignés, mais finalement elle rebrousse chemin et puis elle va dans cette fameuse supérette où elle va rester pour manger et elle repart finalement vers 21h30 vers son hôtel. On voit qu'elle met son portable de côté vers 23h30 et elle ne l'éteint pas d'ailleurs parce qu'elle ne l'éteignait jamais. C'est à partir des données du lendemain, donc du dimanche 29 juillet, le jour de sa disparition, que ça devient troublant. Rappelez-vous, la version finale de l'hôtelier, c'est qu'il a vu Tiphaine partir un petit peu avant 10h de l'hôtel à pied.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les horaires juste avant, donc 9h50, 9h55, 10h. Elle est toujours à l'hôtel, mais elle y est, en tout cas les données GPS sont enregistrées à l'hôtel jusqu'à 11h24. Donc ça fait quand même un énorme bond dans le temps entre les fameux 10 heures énoncées par le propriétaire et les données GPS. Donc cela veut dire que tout ce temps-là, le portable était à l'hôtel, et donc ça contredit un peu la version du propriétaire. En plus de ça, l'activité montre bien que Tiffen manipulait son portable pendant tout ce temps. Donc en gros, je vais vous lire, à 9h56, Tiffen est sur son calendrier Samsung. Entre 10h03 et 10h21, elle cherche des hôtels aux environs de Fukushima. À 11h25, alors même que les points GPS de son appareil sont éteints, on voit qu'elle utilise un convertisseur de devises. Puis à 11h34, elle regarde un itinéraire pour se rendre à pied à un site touristique depuis l'hôtel situé juste à côté. C'est le fameux Abysse de Kaman-Gafuchi. Vous savez, le lieu avec les Bouddhas alignés. Et il se situe à seulement 10 minutes à pied. Ensuite, c'est très précis. Donc à 11h34 et 52 secondes, elle est sur son écran d'accueil. À 11h34 et 55 secondes, elle consulte une zone autour de Sonai sur Google Maps. Donc c'est la zone des sanctuaires de Nikko. Et à 11h40, 32 secondes, elle consulte une autre zone autour d'Honshu, donc le quartier de son hôtel, sur Google Maps toujours. Et c'est à 11h40 et 33 secondes qu'elle ferme Google Maps. À cet horaire précis, c'est la dernière activité du portable de Tiffen. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Selon Free, l'opérateur de Tiffen en France, je cite, son téléphone a donc brutalement été éteint, soit parce qu'il a été cassé, noyé, mis hors réseau, ou alors dans une forêt, une cave ou un coffre. Évidemment, tous ces éléments ont été transmis à la police par la famille. Mais il y a un gros problème qui est encore d'actualité 5 ans, voire plus de 5 ans après la disparition, c'est qu'en fait la police confond énormément, en tout cas il y a une confusion entre les données GPS du téléphone portable et le bornage téléphonique à travers des antennes relais. Donc ce qui est des données GPS, ça a été étudié par la famille. Par contre, les antennes relais, en tout cas le bornage téléphonique, c'est seulement sur demande de la police et c'est eux qui doivent étudier. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais c'est extrêmement nécessaire pour potentiellement voir si le portable accroche à une antenne relais et on pourrait avoir un lieu de déplacement du portable en tout cas. C'est ce qu'on fait généralement dans certains cas de disparition en France, notamment là deux dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, la disparition d'Émile et la disparition de Lina. Le bornage téléphonique constitue une étape importante dans les investigations. Mais le gros problème auquel on se retrouve confronté dans ce cas-là, c'est qu'en fait, aucune enquête criminelle n'a été ouverte du côté japonais. C'est simplement une enquête pour disparition. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'une enquête de ce type ne va être lancée que si on a des éléments très concrets sur une personne, sur le potentiel criminel. Or, ce n'est pas le cas ici, mais c'est aussi contradictoire parce que pour avoir ces éléments très concrets, soit on les a de suite parce que c'est évident, ou soit tout simplement il faut faire des recherches. Mais si l'enquête n'est pas lancée, on ne va pas faire ces recherches. Donc voilà, on est coincé à ce niveau-là, au niveau du Japon. Elle avait confié à notre mère tous ses identifiants d'adresse mail. Ça nous a permis d'utiliser son application Google. Donc on voit très bien que l'application Google nous a donné des éléments intéressants. On voit qu'elle est, on voyait les points GPS Google et aussi on voit qu'elle était connectée jusqu'à 11h40 à l'hôtel. Sauf que ce qu'on a bien expliqué à Tiffen, et on le fait tous à l'étranger, c'est qu'elle avait évidemment ses données mobiles coupées et donc quand elle est sortie de l'hôtel, elle a coupé son Wi-Fi. Ah oui. Donc c'est normal que le signal finalement... Après c'est possible qu'elle ait coupé son Wi-Fi et qu'elle soit ensuite jamais sortie de l'hôtel. Donc ce qui est sûr, c'est qu'en comparaison, en faisant une comparaison des points le samedi et le dimanche, on voit qu'elle était bien dans son hôtel, il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que le japonais explique qu'elle était derrière l'hôtel. De toute façon, on a fait des tests, c'est impossible, on ne capte pas le Wi-Fi. Donc ce qu'on sait, c'est que par rapport à Google, elle était bien jusqu'à 11h40 dans l'hôtel. Après, elle a très bien pu, comme elle était pas en mode avion, ça c'est sûr, mais en données coupées. Moi j'ai fait le test, une fois que le Wi-Fi est coupé, on ne sait plus ce que vous faites. Moi j'ai fait le test où j'ai navigué pendant une journée à Nikko, sans Wi-Fi.
Je me suis connecté sur mon ordi à mon téléphone, rien n'apparaissait. Et au moment où j'ai mis mon Wi-Fi sur mon téléphone, tous les points sont apparus de la journée. Si je retrouvais le téléphone de Tiffen, ça serait pareil, je pense, aujourd'hui. On verrait où elle a été après. Donc ça, c'est vraiment l'application Google, c'est vraiment lié au Wi-Fi, en tout cas à Internet. Après, il y a le bornage du téléphone, qui est un élément super important, qui ça, on n'a jamais réussi à y avoir accès. La France a tout de suite fait des réquisitions auprès de l'opérateur, tout de suite. Sauf que Free explique, le problème c'est que la colonne géolocalisation, on est au Japon. Donc c'est au Japon de demander aux opérateurs qu'il y ait une réquisition. C'est la grande question. Elle a reçu un SMS à 18h et qu'il n'a pas été délivré. Pour le bras droit que vous avez mis, il dit ça veut dire que c'est quand même très 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 rare qu'il ne soit pas arrivé. Pas forcément ouvert, mais au moins qu'il n'ait pas pu du tout arriver jusqu'au téléphone. La famille va donc créer en décembre 2019 une association qui s'appelle Unis pour Tiffen pour aider entre autres à la collecte de fonds. En effet, la famille de Tiffen l'a bien compris, si elle veut obtenir des réponses ou si elle veut enquêter, il va falloir le faire soi-même et donc il va falloir débourser de l'argent en réalisant donc une enquête privatisée à leurs frais. Grâce aux fonds récoltés, ils vont pouvoir engager plusieurs détectives privés, donc des détectives en France et également au Japon. Puis vient le recrutement d'une entreprise française, la Mountain Medic Events, qui va creuser autour de la piste de l'accident sur place. En effet, ils vont réaliser 10 jours de recherche dans la rivière à base de sondes, de masques, de palmes, mais ils ne vont trouver aucune trace de Tiffen. Toujours en 2019, 3 jours de recherche vont être réalisés avec des chiens pisteurs et renifleurs de cadavres qui vont être évidemment recrutés par la famille. Donc c'est une organisation qui s'appelle la Japan Rescue Dog. Ils vont effectuer un travail colossal aux alentours des sentiers de randonnée et grâce au travail des équipes, on peut mettre un petit peu de côté la piste de l'accident en randonnée. Cette piste semble de toute façon assez peu probable parce qu'en effet, Tiffen avait assez peu de temps sur place sur Nikko, elle avait beaucoup d'activités culturelles qu'elle voulait réaliser en priorité et bien qu'elle avait noté quelques randonnées à faire, ce n'était pas vraiment la priorité qu'elle s'était donnée. Les mois, voire les années s'écoulent. La famille qui est portée par Sybille et Damien, qui lui devient un peu le porte-parole de ses proches auprès des médias, multiplie d'ailleurs leurs interventions médiatiques, les déplacements au Japon, les réunions frustrantes avec la police nippone et ils sont beaucoup aidés par l'ambassade de France au Japon. Donc les proches, au fur et à mesure, vont s'entourer de beaucoup de personnes, que ce soit du côté français, mais du côté japonais également. En juillet 2022, mauvaise nouvelle, la juge d'instruction de Poitiers en charge de la disparition de Tiffen va signifier à la famille la fin des investigations ouvertes pour arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire. Donc la famille se sent vraiment abandonnée par la justice française à ce moment-là. D'autant plus que beaucoup d'investigations n'ont pas été réalisées du côté français, notamment au niveau des affaires de Tiffen. Alors les affaires ont été récupérées par la famille, mais par exemple n'ont pas été mises sous scellé. Donc on parle de la valise, des vêtements de Tiffen, de son passeport. Et aucune analyse ADN d'ailleurs n'a été réalisée sur ces différents éléments. Donc c'est vrai que là c'est un coup de massue pour la famille parce qu'on se dit mais si l'enquête française est clôturée, on a vraiment peu de chances que ça avance, en tout cas du côté japonais. Ils se sont sentis un peu abandonnés par leur propre pays à ce moment-là. Et on l'a vu pourtant pour d'autres disparitions aussi à l'étranger, je pense par exemple à Valentin Mousset, j'avais fait une vidéo extrêmement complète, une enquête que je vous mets ici si vous voulez aller la voir. Les vêtements retrouvés de Valentin ont été analysés, que ce soit du côté indien mais également du côté français. Donc c'est faisable, mais c'est bizarre, ça n'a pas été fait, en tout cas pas jusque-là, pour les affaires de Tiffen. En plus, ils avaient un petit peu l'espoir que la magistrate se déplace sur place, donc ça aurait fait peut-être bouger un petit peu l'affaire. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que quand on fait des demandes à distance, les Japonais ne répondent pas, mais par contre,
quand il y a un déplacement, là ils sont beaucoup plus à l'écoute. Et donc là ils se sont dit bon bah malheureusement c'est fini. Et comme l'explique très bien Damien, je cite, les enquêteurs français n'ont pu obtenir l'ensemble des éléments d'ordinaire recueillis dans les recherches de disparus, expertise technologique et téléphonique, témoignages et les 7 demandes d'actes faites d'ailleurs à la juge d'instruction par l'avocat de la famille à ce moment-là qui était Maître V n'ont malheureusement pas trouvé de réponse. Et dans ces demandes d'actes, on avait par exemple l'expertise génétique des objets collectés sur place et les recherches complémentaires sur l'environnement criminel de Nico. Le juge d'instruction en charge du dossier, voyant la complexité du dossier et étant chargé de ses autres dossiers du quotidien, en fait a commencé à délaisser le dossier de Tiphaine et en fait il a fini par être complètement enterré. Et lorsqu'elle a eu la possibilité d'aller sur place, au lieu d'y aller pour enquêter, elle a refusé. Donc, puis en plus, devant la complexité, c'est dit bon on clôture. Alors qu'en janvier 2023, l'affaire allait être classée, il y a une très bonne nouvelle, le pôle Cold Case va s'emparer de l'affaire. Ce pôle a été créé en mars 2022, il est consacré aux crimes sériels et non élucidés. Il va permettre de relancer l'enquête de la disparition de Tiphaine et de réaliser des investigations qui sont en suspens depuis plus de 5 ans maintenant. Maître Corinne Herman, dont vous avez très certainement entendu parler, est spécialiste des disparitions et renommée d'ailleurs Madame Cold Case par les médias, est l'une des instigatrices de ce pôle et s'est battue de longues années pour sa création. Comme d'ailleurs elle s'est battue pour la prise en charge du dossier de la disparition de Tiphaine par ce même pôle. Et c'est elle qui va assister la famille à la suite de Maître V à partir de septembre 2022. Donc le pôle de Nanterre a sauvé le dossier. Donc c'est Corinne Herman, notre avocate, qui a sauvé notre dossier et qui a, elle, par son travail et son abnégation, a obtenu le transfert au pôle Nanterre. Donc c'est une grande avancée. Donc il va y avoir une instruction. On a rencontré les juges qui sont en charge du dossier. Il y a des choses à faire. Il y a des touristes qui sont européens qui peuvent être interrogés. La valise de Tiphaine n'a jamais été expertisée, donc ça peut très bien être fait. Donc il y a des choses qui vont être faites de France. Et après, c'est l'autre problématique, c'est comment ensuite aller au Japon et demander que des choses soient faites. Ça va être extrêmement complexe, parce qu'il n'y a pas d'enquête criminelle ouverte, donc il n'y a pas de cadre. 2 juges d'instruction vont se charger du dossier, donc à Nanterre. Et dans ces juges, il y a la très célèbre et renommée juge Sabine Kéris. Enfin, la famille retrouve espoir au niveau de la justice française. Et d'ailleurs, les 3 frères et sœurs de Tiphaine ainsi que sa mère donc, vont être reçus par la juge d'instruction. Elle va vraiment bien connaître le dossier parce qu'elle aura lu le livre que j'ai ici, dont je vous ai parlé au début. Donc le livre qui fait partie intégrante du dossier d'investigation. Et donc, la famille se sent vraiment écoutée et ils sentent vraiment que les choses peuvent bouger à partir du moment où on a une juge d'instruction qui est à l'écoute et qui est aussi renommée et respectée dans son métier. D'ailleurs, il est prévu début 2024, donc bientôt, là, que la juge Kéris et que Maître Herman se déplacent à Nico. Et donc on pense que ce déplacement va faire bouger pas mal de choses. La famille Véron ne s'arrête jamais et ils ont saisi parallèlement à tout ça l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Et bonne nouvelle, le 20 mars 2023, l'ONU envoie donc une note verbale directement à l'État japonais, une sorte de rappel à l'ordre via son comité des disparitions forcées. Dans cette note, l'ONU enjoint l'État japonais à prendre immédiatement les mesures pour rechercher, localiser et protéger Tiphaine Véron. Également, il est précisé à ce titre qu'aucune réponse n'a été fournie par la justice nippone aux demandes adressées par le juge d'instruction français. Et il est expliqué en plus que la police n'a jamais fourni d'explication quant aux traces de sang retrouvées dans la chambre d'hôtel de Tiphaine Véron. Et donc le Japon a répondu à la limite de la courtoisie, ce sont les mots de Damien, en expliquant qu'ils estiment coopérer autant que nécessaire et que pour eux il n'y a pas d'éléments qui justifient l'ouverture d'une enquête criminelle. Alors évidemment c'est une réponse qui n'a pas du tout satisfait la famille Véron, mais pas que. Elle n'a également pas satisfait l'Organisation des Nations Unies qui a renvoyé
une réponse. Et dans cette réponse, l'ONU maintient sa demande d'action en urgence et réclame des engagements concrets en matière d'enquête criminelle. Et à côté de ça, Damien ne s'arrête jamais et il lâche évidemment pas l'affaire. Il a prévu de préparer l'arrivée de l'avocate et de la magistrate à Nikko, et donc pour cela il est allé très récemment pour une mission de 6 semaines à Nikko au Japon, donc juste après l'interview que j'ai réalisée avec lui, à partir d'octobre 2023. Je crois qu'au total, c'est sa 7e fois qu'il se déplace seul ou accompagné à Nikko. Cette fois-ci, il part seul, mais toujours entouré de ses soutiens les plus proches, que ce soit français sur place ou même japonais. D'ailleurs, pour la plupart, ce sont devenus des amis. Quand les médias ont relayé la disparition de Tiffen très rapidement, il y a eu vraiment une véritable bienveillance des Japonais. Tous les Japonais venaient me saluer, on sentait que vraiment... Moi au début j'avais un rejet du Japon. Au début ça m'a énervé parce que je comprenais pas, ça m'agaçait vraiment. Et en fait de voir toute cette bienveillance des Japonais, ils nous apportaient au Japon, les fruits, c'est une denrée rare au Japon. Donc ils nous offraient des fruits. Donc on nous a dit les fruits c'est quand même un très beau cadeau au Japon, c'est très coûteux. Donc ils nous offraient des pommes, donc ils venaient nous saluer, les gens pleuraient, parfois des femmes pleuraient presque dans mes bras, non, mais on va tout faire. Donc j'ai vu que les Japonais étaient très touchés, c'est que même certains policiers étaient touchés par la disparition de Tiffen, ils m'ont dit mais pourquoi ils n'enquêtent pas? C'est une autre culture, au Japon ils ne nous expliquent pas pourquoi, ça aurait été trop simple. Il a fallu qu'on le décrypte pendant des mois et même des années de recherche, parce que même des Japonais qui vivent en France n'ont pas cette facilité de dire les choses. Donc on a fini par comprendre qu'en fait il n'y avait jamais d'enquête criminelle ouverte, parce qu'au Japon quand il y a des enquêtes criminelles ouvertes, c'est quand le suspect est arrêté. Enfin même le criminel, même pas le suspect, c'est même le criminel arrêté. Donc en fait toutes les actions bloquées, parce qu'en fait elles ne pouvaient pas être menées. Donc son but là-bas c'était de mobiliser, mais aussi de montrer à la police qu'ils sont encore là et continuer l'enquête privée également. Ils ont réalisé un rassemblement le 29 octobre 2023 pour retracer les pas de Tiffen à Nikko. Il y a plusieurs appels qui ont été réalisés en français et en japonais. Beaucoup ont répondu présent, et notamment la presse japonaise et française. Et une demande en amont a été faite par Damien à la police nippone, qui a accepté et soutenu ce projet tellement qu'ils ont voulu même proposer leur aide en expliquant qu'ils voulaient distribuer des tracts en amont de la manifestation. Alors est-ce que le fait que les médias se déplacent en masse a joué? Peut-être, mais en tout cas il s'avère à la fin de la mission de Damien à Nikko que les relations avec la police se sont améliorées. Pour Damien, ce n'est pas de tout repos. En effet, il va faire la tournée des médias, heureusement accompagné de son ami interprète. En plus de tout ce qu'on voit sur les réseaux et tout ce qui nous est partagé, il y a beaucoup de choses qui se font également en privé et de manière très discrète, notamment tout ce qui concerne l'enquête privée. En effet, Damien veut aussi renforcer ses effectifs, on va dire, de détectives privés sur le terrain, et il pense avoir trouvé à la fin des 6 semaines passées à Nikko une personne de confiance qui pourra enquêter sur le terrain. Damien réalise également plusieurs excursions pour essayer de comprendre un petit peu plus la configuration des lieux et voir si par hasard ces excursions auraient pu être faites par Tiffen le jour de sa disparition. Même si c'est pas la piste qui est privilégiée, c'est important d'essayer de comprendre ces pistes, et donc il va réaliser une expédition sur le mont Nakimichi entre autres. Pour lui, c'est impossible que Tiffen l'ait réalisé. En effet, il faut être assez équipé pour y monter et elle ne l'était pas. Donc pour Damien, cette piste est fermée. En plus de ça, il a réalisé l'expédition du mont Nantai ou Nantai. Je sais pas comment ça se prononce, parce que cette expédition était sur la liste d'envie de Tiffen. C'est une expédition moins difficile à l'ascension que le mont Nakimichi, mais Damien ne pense pas non plus qu'elle y soit allée. Il note par contre la présence de beaucoup d'ours dans le coin. Il y est également allé parce qu'une centaine de médiums lui avaient indiqué que Tiffen avait disparu dans cette zone, même si lui n'y croit plus vraiment. Une réunion avec la police de la préfecture de Toshima
Tochigi a permis à Damien de mettre le doigt sur une défaillance qu'il ne connaissait pas et ne soupçonnait pas. Cette réunion a permis à Damien d'insister sur la coopération mais également sur l'ouverture d'une enquête criminelle, pensant que c'était la police qui refusait de communiquer des éléments d'enquête concernant la disparition de Tiphaine. Et à ce moment-là, les officiers de police expliquent que eux, ils ont tout transmis et que ils ont fait le travail de leur côté. Et donc il semblerait que le problème vienne directement du ministère de la police japonaise. Il pourrait donc être à l'origine des retours incomplets voire vides des commissions rogatoires internationales depuis plus de 5 ans. Est-ce que ce serait donc l'État central qui bloque et non la police de Tochigi comme on le pensait au départ? Damien a pu aller à la rencontre de l'ambassadeur de France au Japon, plus précisément à Tokyo. C'est un grand soutien dans ce dossier, en tout cas c'est ce que ressent la famille, et grâce à cet ambassadeur, il a pu avoir un rendez-vous avec le gouverneur de Tochigi, donc la préfecture de la ville de Nikko. Cette rencontre était une rencontre publique et filmée avec le gouverneur. Et ce dernier s'est excusé publiquement et a demandé une coopération totale. C'est une prise de parole rare et très importante au Japon qui légitime le combat de la famille depuis plus de 5 ans maintenant. Ça légitime le combat aux yeux de tous. Par contre, le ministère de la justice japonaise a refusé de rencontrer Damien. À la fin de son périple, Damien dresse un bilan assez mitigé finalement. Donc les choses avancent certes, mais assez lentement et pas assez à son goût. Au niveau de l'aspect de l'enquête finalement côté police, ça n'a pas beaucoup avancé. En effet, le rapport du luminol n'a toujours pas été transmis. Il note en général une forte opacité et un manque de transparence concernant la transmission des éléments et des rapports d'enquête. Au niveau politique, c'est quand même très positif. Grâce aux excuses publiques et à la promesse du gouverneur de Tochigi d'une meilleure coopération, il espère que les communications entre les deux pays vont pouvoir se fluidifier. Dans cette partie hypothèse, nous allons revenir sur toutes celles qui ont été évoquées, qui sont encore probables aujourd'hui, les éléments qui les appuient et inversement. Et évidemment, on va parler de la première hypothèse soulevée par la police et qui est vraiment restée tout le long sur cette hypothèse, à savoir la noyade. En allant voir les Bouddhas alignés, Tiphaine se serait approchée un peu trop près du bord de la rivière et finalement elle aurait glissé et se serait noyée. Pour les enquêteurs, ce fameux foulard bleu et blanc vient appuyer cette hypothèse. En plus de cela, selon la police, la rivière était en crue due au passage d'un typhon. Mais cette piste va sembler de moins en moins plausible au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête de la famille. Déjà, premier point, si Tiphaine avait chuté et s'était noyée, elle aurait flotté tout le long de la rivière traversant Nikko, cette rivière qui passe devant des magasins, des maisons, des hôtels avec vue directe sur le cours d'eau. Puis elle serait passée sous le pont Shinko, le fameux pont très emprunté, fréquenté et souvent pris en photo et en vidéo. Et en plus à ce niveau-là, il y a une petite caméra de surveillance qui filme l'eau H24, comme une autre caméra plus loin au niveau d'un barrage hydraulique. Ces enregistrements de vidéosurveillance ont été visionnés et Tiphaine n'y apparaît pas, que ce soit au niveau du pont, au niveau de l'eau, mais également dans la ville en général qui est quand même truffée de ces caméras. En plus de cela, comme je vous ai expliqué, la famille a financé des recherches dans la rivière. Ces recherches n'ont rien donné, aucun corps, aucune trace de Tiphaine n'a été retrouvée. Ils ont même fait appel à un hydrologue et ce dernier a confirmé finalement que ce jour-là, la rivière n'était pas du tout en crue et que le niveau était normal. Donc ça contredit la version des policiers. Également, on sait que Tiphaine était très respectueuse et comme il était fortement déconseillé d'aller sur le bord de la rivière, on pense très peu probable qu'elle se soit aventurée à ce niveau-là. Généralement, elle reste plutôt dans les sentiers balisés et elle ne va pas s'aventurer
plus loin. À côté de ça, on a aussi l'hypothèse de l'accident en forêt, qui entoure et qui borde la ville de Nikko. On le sait, il y a plusieurs sentiers, plusieurs randonnées qui s'articulent autour de la ville, généralement qui traversent des forêts assez denses et aussi dans des espaces assez vallonnés et montagneux où un accident est vite arrivé. Et Tiphaine avait noté quelques-unes de ces randonnées dans sa liste d'envies. Mais comme je vous l'ai expliqué, on pense qu'elle n'aurait pas préféré faire ces randonnées avant de visiter les sites culturels de sa liste. On sait également que Tiphaine supporte mal les fortes chaleurs, comme elle l'a expliqué à plusieurs touristes avant sa disparition. Alors pourquoi je vous parle de ça? Ça a un rapport avec son épilepsie. En effet, son neurologue a été interrogé et ce qui ressort de ses dires, alors c'est que déjà de 1, Tiphaine était très stable au niveau de sa maladie et son traitement rendait les crises très rares et en effet elle a été victime d'une crise épileptique seulement une fois pendant 2 ans. Par contre il se peut qu'elle ait pu être désorientée. En effet, c'est ce que son neurologue explique. Et généralement, cette désorientation survient après une forte chaleur ou une tension élevée. Elle aurait donc pu très clairement se perdre. Mais comme je vous le dis, effectivement, rien n'indique qu'elle ne soit allée randonner à ce moment-là. En tout cas pas très loin et ça n'explique pas sa disparition. Comme je vous en ai déjà parlé et comme une abonnée à moi est venue m'expliquer parce qu'elle est allée en vacances à Nikko, donc elle m'a partagé ces photos que je vous partage aussi ici. Elle m'a expliqué que dans toutes les forêts japonaises il y a des animaux dangereux. Alors ce sont soit des ours, soit des singes en général. On sait effectivement qu'il y avait la présence de ces deux espèces d'animaux sauvages autour de Nikko. Elle aurait pu, si elle était allée se balader, tomber sur un animal sauvage, peut-être un ours, et malheureusement succomber à une attaque. Mais encore une fois, rien ne l'indique et on aurait peut-être retrouvé des traces de vêtements, un sac, un téléphone portable, ce qui n'a pas été le cas. Bon, après pour ce qui est de l'hypothèse de l'attaque d'un ours à Nikko, les statistiques qui m'ont été rapportées par Damien sont assez éloquentes. Il y a eu un seul mort en 30 ans suite à une attaque d'ours à Nikko. Et en fait, les ours de Nikko sont assez petits, c'est des ours noirs. Par contre, c'est vrai qu'il existe au nord du Japon des ours beaucoup plus dangereux. Une hypothèse qui me semble plus se rapprocher de la réalité, en tout cas ça c'est mon avis, c'est l'hypothèse d'un tueur isolé. Et en effet, on a l'impression, et moi la première, au départ, avant d'avoir lu le livre de Damien et de Sybille, que le Japon est quand même assez sécuritaire. C'est-à-dire qu'on le sait, c'est un pays avec un taux de crime assez bas. Mais comme on sait comment sont traitées les disparitions, on peut comprendre un petit peu pourquoi. En tout cas, ce n'est pas vraiment le reflet de la réalité et encore moins à Nikko, parce qu'à Nikko, c'est pas vraiment une très grosse ville non plus, mais il y a eu beaucoup de faits divers très sordides depuis la disparition de Tiphaine. Et effectivement, de 2018 à 2022, on note 12 corps qui ont été retrouvés à Nikko. Mais c'est vrai qu'on ne communique pas vraiment sur ces faits divers, tout simplement parce que ça peut faire peur aux touristes. On a retrouvé des restes de squelettes, un crâne humain 1 mois après la disparition de Tiphaine proche de la voie ferrée, 2 corps de femmes retrouvés sur un parking avec la gorge tranchée, plusieurs restes de squelettes retrouvés et des femmes noyées. La plus récente découverte et la plus sordide, je trouve, a eu lieu le 19 janvier 2022 au niveau d'un golfe abandonné de Nikko. En effet, un corps démembré d'un homme d'une cinquantaine, entre 40 et 50 ans, a été retrouvé dans une valise. Il apparaît que même si le criminel s'est débarrassé du corps seulement dans les 3 mois avant sa découverte, le décès remonte à plus longtemps, ça pourrait être plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et il a été expliqué que ça pouvait correspondre avec le moment de la disparition de Tiphaine. Donc on ne sait pas dans quelles conditions le corps a été conservé avant qu'il soit jeté comme ça dans des valises et démembré. Et donc on peut se poser la question d'un crime sériel. Par rapport à ce fait divers sordide, l'identité de l'homme décédé n'a pas été retrouvée. Par contre, on a identifié un ADN qui pourrait appartenir au criminel qui n'a toujours pas été identifié non plus à ce jour. Il y a des rumeurs qui disent que des personnes viennent se débarrasser des corps qu'ils ont tués dans la région autour de Nikko, parce qu'il y a des forêts que c'est assez propice pour cacher un corps. Donc est-ce que
cette valise a été déposée là par un de ces hommes, ou est-ce que tout simplement c'est quelqu'un de la région. Je pense que cette piste du tueur isolé est importante à explorer, en tout cas plus qu'elle ne l'a été jusqu'à ce jour. Une des pistes pour moi qui est très importante est la piste de l'enlèvement et de la séquestration. Elle a également été évoquée et à juste titre. En effet, il a été mis en évidence la présence d'un homme dangereux aux alentours des sanctuaires de Nikko, mais également de la cascade. Alors le sanctuaire, c'est le sanctuaire Takino Shrine, qui a un point d'intérêt noté également par Tiffen dans sa liste de choses à faire le dimanche de sa disparition. D'ailleurs, à plusieurs niveaux, on peut voir que des panneaux ont été érigés, donc des panneaux de mise en garde. Ce sont des panneaux qui expliquent qu'ils n'ont pas engagé de guide pour les touristes et que cet homme est un faux guide qui veut agresser les femmes, les touristes. Cet homme, dont l'identité a été très rapidement retrouvée par la famille sur Facebook, est en fait une personne malade mentale et très perverse. En effet, c'est un ancien chauffeur de taxi et il agresse les femmes dans sa voiture. Sur son Facebook d'ailleurs, il tenait des propos assez dérangeants concernant des jeunes femmes et touristes, notamment sur leur odeur et sur leur jeunesse. Également, il a été impliqué indirectement dans 2 faits divers. Il aurait retrouvé, alors qu'il se promenait dans les forêts, 2 corps et également il aurait été interrogé dans le cadre d'un suicide d'un jeune homme avec qui il aurait échangé 2 semaines plus tôt. Et ce qui interpelle également la famille de Tiffen, c'est la présence de cet homme la veille de la disparition de Tiffen à Nikko. En effet, la veille de sa disparition, donc le samedi 28 juillet 2018, il a posté sur Facebook une photo de la cascade, donc point d'intérêt à Nikko. On sait qu'il était dans les parages au moment de la disparition. Et ce qui est assez étrange, c'est que dans le cadre de cette affaire, il n'a jamais été interrogé. Il y a un homme qui se fait passer pour un faux guide, tout près d'un lieu que Tiffen voulait visiter. Et en fait, on a vu en fouillant sur Twitter en fait, qu'il y a des gens qui le dénonçaient, des Japonaises qui disaient qu'ils avaient essayé d'être touchés par cet homme. Et nous, quand on posait la question aux officiers, ils disaient mais non, il est innocent, il vient plus à Nikko, vous inquiétez pas. Donc on se dit ah bon, c'est incroyable. Et en fait, sur ses photos de profil, on voit qu'il était à Nikko la veille. Donc en fait, on voit qu'il n'y a pas d'enquête menée. Et quand le juge d'instruction, il y a eu quand même 2 commissions rogatoires internationales envoyées par le juge, en fait, il répondait à côté. Donc on n'a jamais eu de réponse. Mais enfin, la réponse qu'on a maintenant, mais grâce à nos avocats, parce que ça aurait été trop simple que la police nous explique, on aurait gagné trop de temps, parce que c'est pas dans leur mentalité d'expliquer. On a fini par comprendre donc il n'y avait pas d'enquête criminelle, donc il n'y a pas d'audition possible. Donc il n'a jamais été entendu. Pareil pour l'hôtelier, qui a juste été... ils ont été le voir à son hôtel en disant est-ce que non, ils lui ont parlé 2 minutes, ils sont repartis. La police française, tout de suite, avait demandé il faut absolument que l'hôtelier soit perquisitionné et l'hôtelier mis en garde à vue, enfin en tout cas au moins auditionné. Après, si on reprend les propos de Tiffen, il semble assez peu probable qu'elle soit allée ce jour-là visiter les temples. Déjà, le sanctuaire se situe à 40 minutes à pied de son hôtel, comme elle le note, mais également elle avait expliqué au couple d'Allemands le matin même qu'elle n'irait pas visiter le sanctuaire. Après, c'est pas impossible qu'elle ait changé d'avis entre-temps. Pour moi, la piste la plus intéressante est celle d'un guet-apens. Et un guet-apens aux alentours, vous savez, des Bouddhas alignés. En effet, elle avait peu de temps avant sa disparition dit à plusieurs touristes qu'elle voulait visiter, vous savez, ce lieu avec le gouffre et avec les Bouddhas alignés. Et il y a une dizaine de minutes à pied de son hôtel. En plus, on voit qu'elle fait des recherches entre 10h et 11h par rapport à ce lieu. Donc on peut présumer qu'elle y est allée. Mais également, elle a expliqué qu'elle voulait, comme je vous le disais tout à l'heure, de bien vous rappeler, elle voulait aller au même niveau à un cimetière abandonné et on y accède en montant des escaliers. Donc c'est un peu plus en hauteur. Et pourquoi je trouve que c'est un élément important? Tout simplement parce que c'est à ce niveau-là que le 14 novembre 2020, donc plus de 2 ans après la disparition de Tiffen, que 2 touristes étrangères se sont faites agresser. En effet, elles étaient allées à l'abysse de Kanmagafuchi, donc le lieu recherché par Tiffen avant sa disparition. Et à ce moment-là, les 2 touristes ont croisé un homme d'une 50aine d'années qui les fixait. Cet homme leur a demandé plusieurs choses, notamment si elles étaient arrivées en train, d'où elles venaient, et il leur a conseillé
de monter les escaliers pour aller voir ce fameux cimetière abandonné. Donc, alors qu'elle s'exécute, elle voit que l'homme les suit, mais il n'est pas seul cette fois-ci. Il est accompagné d'une autre personne, donc un autre homme, d'une autre ethnie que lui, et en fait il leur bloque la sortie. Donc les deux filles ont eu la peur de leur vie, elles ont senti que quelque chose allait mal se dérouler, mais heureusement pour elles, il y a une sorte de patrouille de police qui est passée à ce moment-là en voiture, deux policiers avec une lampe torche, et elles se sont exclamées « Oh regarde, il y a la police !» Et à ce moment-là, elles ont pu prendre la fuite et très certainement échapper à une tentative d'enlèvement. En effet, parallèlement à ce cimetière, on a une route très proche et on peut penser qu'ils auraient pu les enlever, les mettre dans une voiture et s'éloigner très vite de la ville sans être vus. En effet, Nikko est une ville très touristique, mais également très isolée à certains endroits. Comme l'a expliqué l'abonné qui est venu me donner des informations dessus. Il y a des lieux touristiques comme ce lieu-là dont je vous parle qui est très isolé. Elle m'expliquait qu'elle y était allée et qu'elle avait croisé seulement 2 personnes et qu'en plus de ça, il y a énormément de bruit avec le flux de la rivière qui est quand même très intense, le débit très intense qui fait que ça couvre tous les sons et que si quelqu'un criait à ce niveau-là, on l'entendrait très certainement pas. On peut se poser plusieurs questions. Donc, est-ce que Tiffen a subi le même genre d'agression? Est-ce qu'elle a été enlevée? Est-ce qu'elle est aujourd'hui séquestrée quelque part? Est-ce qu'elle a été victime d'un trafic humain? Toutes ces hypothèses sont plus horribles les unes que les autres. Ce qui est assez inquiétant, c'est que c'est également vers là, vous savez que les 2 Français avaient entendu un coup de feu. Alors, est-ce que le coup de feu est relié à la disparition de Tiffen? On ne le sait pas, mais c'est vrai que ça rajoute du mystère à toute cette histoire. Et enfin, et une hypothèse quand même assez soutenue par les proches de Tiffen, on pense que Tiffen n'aurait jamais quitté la chambre d'hôtel. C'est une hypothèse qui prend tout son sens par rapport à tous les éléments qu'ont mis en lumière la famille lors de son enquête privatisée. En effet, par rapport déjà aux données GPS et l'activité du portable qui cesse brusquement d'une part, et de l'autre, ces fameuses éclaboussures révélées au luminol qui n'ont jamais été analysées. Et ajouté à cela, il y a évidemment le témoignage étrange de ce propriétaire qui ne coïncide pas du tout avec la réalité des données GPS et de l'activité du portable de Tiffen. Donc je vous le rappelle, lui dit avoir vu Tiffen sortir de son établissement à 10h ou un petit peu avant 10h, alors qu'on sait que son téléphone à Tiffen était à l'hôtel au moins jusqu'à 11h27 et qu'elle était sur son portable au moins jusqu'à 11h40. Et d'ailleurs, à cet horaire 11h40, on sait également que Tiffen était seule au rez-de-chaussée avec la fille du propriétaire et ce dernier. On peut penser qu'elle ait pu sortir en douce et pas par la porte principale, mais par la porte de sécurité qu'il y avait juste à côté de sa chambre. Mais on pense que ça ne ressemble pas du tout à Tiffen, qui est très respectueuse, encore une fois, des lois, et ça ne se fait pas de sortir par une issue de secours. Par contre, on peut penser aussi que cette issue de secours était ouverte et accessible de l'extérieur, et quelqu'un a pu rentrer par cette issue de secours, peut-être un cambrioleur. Il est rentré dans la première chambre qu'il a vue, c'est-à-dire la chambre de Tiffen. Il est tombé dessus, il l'a assommée, et lorsqu'elle était par terre, il aurait pu lui asséner un coup sur la tête, ce qui a permis derrière de faire ces éclaboussures. On ne pense pas spécialement évidemment au propriétaire, on peut penser à une autre personne, mais donc du coup ça veut dire qu'il aurait essuyé ses traces, il aurait pris le temps de les essuyer, ensuite il se serait débarrassé du corps en l'emportant par l'issue de secours. Bon, ça semble un petit peu tiré par les cheveux. En tout cas, il faut qu'il y ait une analyse de réalisée sur ces éclaboussures de sang, si ça en est. S'il est révélé que c'est vraiment du sang et que ce sang appartient à Tiffen, là il faudra faire des études plus poussées et notamment des études de morpho-analyse des traces de sang. On peut légitimement se demander si cette réaction au luminol est due à un faux positif, parce qu'en effet, plusieurs études montrent qu'il existe de faux positifs et notamment avec des produits ménagers.
Mais vraiment, la forme des éclaboussures nous font penser que ce n'est pas le cas ici. On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel, mais tout nous laisse penser qu'il s'est passé quelque chose, ou en tout cas que c'est le point de départ de ce qui est arrivé à Tiffen. Donc pour les pistes criminelles, on pense évidemment que quelqu'un sait quelque chose, à Nico ou aux alentours, que quelqu'un a vu quelque chose, mais on a également peur que les personnes n'osent pas parler, tout simplement par peur de représailles. Et d'ailleurs, il y a un phénomène qui existe là-bas, qui est la fuite de témoins. En fait, les témoins prennent la fuite justement par peur de ces représailles et que ça leur retombe dessus, ce qui évidemment complique énormément la tâche. Enfin, et très succinctement, on peut penser à une hypothèse un peu plus positive. Donc c'est une piste qui a été rapidement évoquée par Maître Herman en disant que toutes les pistes sont possibles, et notamment celle où Tiffen serait encore en vie, peut-être dans le coma, ou hospitalisée dans un hôpital psychiatrique. Et donc c'est très compliqué de retrouver sa trace, tout simplement au vu de la protection des données personnelles au Japon. Et donc ce serait très difficile de trouver quelqu'un dans ces conditions. Quand on est arrivé, on a été tellement choqués par ce qu'on a vu, parce que les Japonais nous ont dit c'est un accident, les tombent dans la rivière, on va retrouver le corps comme à chaque fois. C'est ça aussi, c'est que je n'ai même pas eu le temps, ça a été tellement violent, que je n'ai même pas eu le temps de prendre le temps de me poser la question. Parce qu'il a fallu enquêter, il a fallu faire des recherches. Donc j'ai tellement mis mon ressenti de côté qu'on a essayé d'avancer avec des éléments factuels. Donc simplement on a vu que l'accident était vraiment, ça serait vraiment pas de bol. C'est presque impossible. C'est un ruisseau derrière. Donc de toute façon, puis au Japon, comme il y a souvent des typhons, les infrastructures sont faites que tous les objets sont stoppés. Donc les typhons on l'aurait retrouvé en 5 minutes. Donc mon intime conviction, au fur et à mesure, comme on a recueilli des éléments, moi je pense qu'il a dû se passer quelque chose dans l'hôtel. Elle était seule au rez-de-chaussée, donc je pense pas forcément... je me méfie parce que l'hôtelier n'est pas forcément le seul suspect. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes, je dis des bêtises, mais il y a peut-être des gens qui étaient dans l'hôtel qui ont des casiers judiciaires, il n'y a pas eu enfin en tout cas pour les Européens qui étaient dans l'hôtel, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Donc je pense que mon ultime conviction c'est que c'est probablement passé quelque chose dans l'hôtel, ou alors dans les environs, puisque on parlait de ce faux guide qui agresse, où il y a eu une tentative de kidnapping. Grâce à la médiatisation du dossier porté par Damien, aux appels déchirants de la mère de Tiffen, diffusés à la télévision japonaise et à toutes les personnes qui entourent les proches de Tiffen en France et au Japon, nous sommes nombreux aujourd'hui à connaître le visage de cette jeune femme, donc de Tiffen, qui a disparu maintenant depuis plus de 5 ans. Le travail colossal et courageux amassé par la famille pendant toutes ces années, le courage de Sybille qui a interpellé le président Macron en pleine conférence de presse, les nombreux déplacements amicaux de Damien, l'aide de personnalités telles que les comédiens Elise Moon sur les réseaux sociaux et Fanny Ardant qui a été le relais d'un appel aux dons, le recrutement d'un détective privé spécialisé dans ce genre d'affaires, autant d'actions qui aujourd'hui amènent à une nouvelle phase du dossier, une phase plus active et la prise en charge donc de ce dossier par le pôle Cold Case. À noter que toutes les investigations pour le moment ont coûté aux alentours de 120 000 € à la famille de Tiffen. Alors au début on a tout de suite pesé, on a tout de suite pris dans nos économies, on a fait des prêts qui nous a permis de partir sur place. Et puis après, c'est aussi l'avantage de l'aide de la médiatisation, c'est que vous pouvez faire passer des messages et on a pu appeler aux dons. Donc il y a eu des cagnottes qui ont circulé et les gens ont été au courant de la disparition de Tiffen, donc il y a eu beaucoup de dons spontanés. Quand on a vu que ça s'embourbait au Japon, qu'il n'y avait pas d'enquête, bah là, à ce moment-là, effectivement, il a fallu qu'on essaye de se débrouiller nous-mêmes. Donc effectivement, les cagnottes ont permis de recruter des avocats aussi. Parce que c'est important d'avoir un avocat dans les deux pays, le pays de la disparition et en France aussi, c'est indispensable. La prochaine étape connue, en tout cas officielle, est le déplacement de la juge Kéris et de l'avocate maître Herman à Nico, qui pourrait apporter un énorme boost à l'enquête. En plus de la création de l'association Unis pour Tiffen en 2019 et de la publication en 2022 du livre dont je vous ai parlé, Tiffen, où es-tu ? L'association Entraide est officiellement lancée en 2024. Alors c'est l'association nationale Tiffen
Tiffen pour la recherche à l'étranger des disparus. Au départ, elle devait s'appeler Latraide, mais donc ça a changé en Entraide. Et d'ailleurs, s'est tenue très récemment, donc début 2024, l'Assemblée générale qui a encore ressoudé tout le monde autour de la même cause, c'est-à-dire la recherche pour Tiffen. Et également, il a été évoqué la création de l'Entraide pour la recherche à l'étranger de disparus. Et il y avait d'ailleurs à cette assemblée générale la présence des parents de Mathieu qui a disparu lui en Amérique du Sud. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Donc cette association a pour objectif d'aider les familles dans des situations similaires en les informant et en les conseillant sur les démarches à entreprendre et si nécessaire leur apporter une aide financière. Pour représenter cette association, 2 marraines ont été choisies par les proches de Tiffen. Donc la première, vous la connaissez, c'est Maître Corinne Herman. Et la seconde, c'est Sonia Liu. Donc c'est pour ça que je vous en ai parlé au tout début de ma vidéo. En effet, Sonia, youtubeuse qu'on appelle True Crime communément, est en contact avec la famille depuis des années. Et avec Victoria Charlton, elles ont réalisé il y a quelques années une vidéo concernant la disparition de Tiffen pour la médiatisation. Leur travail est très important, en tout cas le travail des youtubeurs, notre travail dans ce type de disparition. Mon point de vue global sur cette histoire, sur cette affaire, c'est beaucoup de frustration, honnêtement. Parce qu'on a un cas de disparition, il y a maintenant plusieurs années qui se sont passées et il y a des questions qui auraient dû, je trouve, être investiguées depuis le début, qui n'ont pas été correctement faites à ce moment-là, et des réponses qui devraient être là depuis des années, qui nous manquent. Donc c'est pour ça que je parle de frustration, parce que qu'on n'ait pas encore retrouvé Tiffen, c'est une chose, qu'on n'ait pas avancé sur certains points, la téléphonie, ce qui s'est passé à partir de 11h, 11h30 ce matin-là, qui me semble aberrant en fait. Voilà. Et c'est important de continuer à en parler, de redonner toujours un coup de boost dans les médias, que ce soit sur YouTube mais aussi par les médias les plus traditionnels. Parce qu'on sait très bien que sinon les dossiers ils passent en dessous des piles et puis après plus rien ne bouge. Alors effectivement je pense que quand on est sur YouTube et qu'on commence à avoir une certaine notoriété avec des personnes qui nous suivent, je dirais pas que c'est un devoir, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le sent par rapport à voilà, comment il a envie de se positionner. Mais moi de plus en plus j'ai ce sentiment que il faut que j'utilise cette plateforme que j'ai, cette visibilité pour aider des familles, pour aider des affaires. Et là, en l'occurrence, c'est une affaire irrésolue qui a besoin d'avancer, qui a besoin d'être connue. Potentiellement, en fait, on ne sait pas. Il y a un tout petit pourcentage de probabilité que quelqu'un tombe sur ma vidéo et se dise bah, « moi j'étais là à ce moment-là où j'ai entendu telle chose » et se mettre à parler. Donc c'est très très important en fait. En fait, moi j'ai appris la création de Latraide il y a assez peu de temps finalement, par le biais de Damien et puis de la famille Verrou. Et au même moment, il me propose d'être l'une des marraines du coup de cette association. Et moi, j'ai pas hésité une seconde en fait. J'ai vraiment dit oui tout de suite parce que c'est quelque chose qui me manquait, de pas pouvoir peut-être être un peu plus impliquée pour aider des familles. Et justement, je le disais, il y a cette visibilité que j'ai la chance d'avoir sur Internet et j'ai envie en fait de me rendre plus utile. Alors moi, je fais pas des enquêtes, mais je peux justement un petit peu peut-être aider à remettre sur le devant de la scène, à faire en sorte que Tiffen et les autres ne soient pas oubliés. Et c'était vraiment ça mon objectif. C'est super important, je trouve, d'avoir créé cette association et je remercie énormément Damien et la famille Véron de le faire parce que eux, ils vont pouvoir utiliser en fait toute leur expérience, bien malgré eux, pour aider d'autres familles, pour les conseiller, pour leur dire voilà comment il faut réagir au début. Parce que eux n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir cet accompagnement, ils ont dû apprendre sur le tas. Et finalement, ils pourront faire profiter de ce qu'ils ont appris à d'autres personnes pour perdre moins de temps sur certaines choses, pour se sentir plus soutenus, plus écoutés. Et donc je trouve que c'est un super beau projet. Vraiment.
j'ai rencontré plein d'autres familles qui étaient dans le même cas que nous, et en fait tous on a vu qu'on a dû faire la même chose, c'est créer notre association. Donc chacun a dû créer son association pour des levées de fonds, pour se faire entendre, et on a vu que les problématiques à l'étranger étaient très différentes. Les familles de disparus à l'étranger, c'est un peu les maîtres d'œuvre, c'est-à-dire que c'est elles qui doivent tout organiser. C'est ça qui est difficile, trouver des avocats, trouver des fixeurs, et ça c'est une tâche colossale. Vous n'êtes pas lié à vie avec le même avocat, parfois vous devez changer, il y a des changements stratégiques, il y a l'ONU qui peut aider. En fait vous avez tellement d'actions à mener. L'objectif c'est de les aider à y voir plus clair et à actionner les leviers en fonction du pays, en fonction des problématiques. Avoir un décryptage tout de suite aussi du pays, comment ça fonctionne. Malgré le fait que je suis très contente et émue d'avoir été choisie pour être la marraine de cette association, moi ce qui me touche beaucoup c'est de voir que finalement c'est les proches de personnes disparues qui sont obligés d'en arriver là parce que il y a des gros manques au niveau plus élevé. Et ça me semble pas normal. Alors, on sait que maintenant, si une famille ne se bat pas, il y a peu de choses qui avancent et je trouve ça extrêmement dommage. C'est pas grave, on le fait quand même, mais on espère et moi j'aimerais voir des soutiens. Et heureusement, on voit des soutiens de la part d'organisations internationales, des politiques, des gouvernements, etc. pour soutenir. Mais mine de rien, il y a quand même de ma part, encore une fois, cette frustration de me dire pourquoi est-ce que ça doit autant être une lutte, pourquoi est-ce que ça prend autant d'énergie à des personnes qui, en plus, vivent déjà quelque chose émotionnellement qui est hyper intense et dur et triste. Donc, c'est des sentiments très mélangés, en fait, de me dire c'est de l'espoir et en même temps, ça part quand même d'un constat qui est un peu triste sur le fait qu'il y a beaucoup de familles qui sont parfois laissées de côté. Donc c'est chouette de voir cette solidarité entre familles. Maintenant, j'aimerais vraiment que ça prenne une ampleur encore au-delà et que, à l'avenir, on n'ait plus besoin en fait de passer par cette voie-là. En tout cas, on le sait, le true crime sur YouTube est énormément regardé et il est important de pouvoir faire passer à travers nos vidéos des messages essentiels à notre audience. Chaque vue, chaque partage et chaque personne de plus qui connaît le visage des personnes disparues et d'ailleurs leur histoire, comme pour l'histoire aujourd'hui de Tiffen, c'est une petite victoire de plus à chaque fois. On peut faire à travers nos vidéos de la prévention, évidemment de la médiatisation, ça soutient également les familles et on peut espérer quelquefois ce message ou ce témoignage qui pourrait amener des informations et changer la vie, par exemple ici, de la famille de Tiffen. Merci beaucoup d'avoir suivi cette très longue vidéo, je crois que c'est une des plus longues vidéos de ma chaîne, mais c'est nécessaire. Donc partagez-la, commentez-la pour le référencement. Je remercie à nouveau la famille de Tiffen pour sa confiance et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.